Mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs de Radio Victoire, bonjour. Toutes nos excuses pour le retard que nous avons accusé pour démarrer cette émission. Le colloque international en hommage à Maître Yaovi Agboibo sera le principal sujet de l'émission de ce samedi. Et pour cela, je reçois M. Tigbe, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé. Évidemment, nous sommes à l'émission Rétro 7 et à ce titre, nous vous rappellerons quelques-uns des événements qui ont marqué l'actualité nationale. Sur le plan international, notre invité commentera pour nous la situation au Mali, la tension entre le Tchad et la Centrafrique et ce qui apparaît comme la fin de l'ère Netanyahou en Israël, si le temps nous le permet. Professeur Tigbe, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour cette émission. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Encore une fois, merci d'avoir pu vous dégager pour cette émission. C'est plutôt moi qui vous remercie. Le colloque international en hommage à Maître Agboibo, à Maître Apollinaire Yaovi Madi Agboibo, a pris fin hier après 2 jours de travaux. Alors, qui en sont les initiateurs et qui étaient les participants? Alors, merci de la tribune que vous nous offrez pour parler un peu de ce colloque qui est une grande première dans notre pays, puisque, vous savez, nous avons l'habitude de faire des colloques, mais faire un colloque centré sur une personnalité de ce calibre-là, M. Yaovi Agboibo, c'est-à-dire quelqu'un qui a exercé de hautes fonctions dans notre pays, c'est la toute première fois. Et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Alors, disons que l'initiative a été portée par le Centre de formation et de documentation en droits de l'homme. Mais ce centre, représenté par M. André Kani Afanou, s'est rapproché des universitaires. Parce que dans les tractations en amont du colloque, on s'est dit, organiser un tel événement, s'il n'y a pas une quantité de scientificité dans les analyses, ça risque d'aller dans tous les sens. Donc, M. André Kani Afanou nous a approchés et nous a vendu l'idée. Après 1001 réflexions, nous nous sommes dit, M. Yaovi Agboibo n'est pas un universitaire, mais il est un intellectuel. Alors, il y a un point commun entre lui et les universitaires que nous sommes. Parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé et c'est quelqu'un qui a eu à publier pas mal d'ouvrages. Mais, au-delà de ça, c'est un praticien du droit, avocat de son État, défenseur des droits de l'homme. Donc, ce colloque, pour être mené à bien, doit pouvoir être co-organisé. C'est-à-dire, une partie doit provenir du monde des intellectuels et une autre partie doit provenir du monde des praticiens du droit. Et c'est ce qui a fait que, finalement, après avoir identifié les différents sujets à aborder au cours du colloque, nous nous sommes entendus sur la clé de 12 contre 8, c'est-à-dire 12 provenant du monde universitaire et 8 provenant du monde des professionnels du droit. Donc, je peux dire que l'initiative venait de la société civile, mais pour qu'elle se concrétise, elle a été suffisamment appuyée par les universitaires. Alors, comment étaient choisis ces participants ou bien ces conférenciers? C'était des amis d'Agboibo, des membres de sa famille biologique ou politique, ou des avocats? Comment étaient choisis? Sur quels critères vous étiez basé pour choisir les participants, les conférenciers? Bien, vous savez, pour organiser un colloque scientifique, il y a une tradition. Pour ce qui concerne les universitaires, à partir du moment où le caractère scientifique a été accolé à l'événement, nous avons dit qu'il faut respecter les principes en la matière. Ce qui a fait que, dans un premier temps, nous avons élaboré un appel à contribution, à communication, que nous avons publié dans les réseaux scientifiques. Et c'est comme cela que un collègue gabonais qui a vu l'appel s'y est intéressé, nous a contactés et
nous l'avons retenu. Il y a eu d'autres aussi qui ont vu l'appel publié. Aujourd'hui, si vous tapez colloque en hommage à Ahmed Yahovi Agbouibo, vous allez voir ça dans les réseaux scientifiques, les réseaux qui s'y connaissent. Au-delà de ça, nous nous sommes dit que pour un tel événement, il ne faut pas laisser n'importe qui venir parler. Il faut définir des axes qui transparaissent déjà dans l'appel à communication et voir dans la mesure du possible comment identifier des personnes ressources à même de parler du sujet. Parce que le risque, c'est de laisser ouvert et que n'importe qui se croit investi d'un pouvoir quelconque pour venir parler des choses qu'il ne maîtriserait pas. Donc nous avons défini les axes et nous avons identifié des personnes, aussi bien du monde universitaire que du monde des professionnels de droit. Parce que nous avons dit que pour un tel colloque, il faut une partie théorique et une partie pratique. Donc la partie théorique était portée par les universitaires et la partie pratique provenait des professionnels de droit. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Moi, en tant que président du comité scientifique, je me suis chargé d'élaborer les termes de référence pour chacun des intervenants. C'est-à-dire, chaque communicant avait ses termes de référence. Et dans les termes de référence, il est rappelé les objectifs du colloque et les résultats attendus de la communication que le conférencier doit délivrer. Donc, nous avions des conférenciers, 2 conférenciers par axe, et nous avions aussi un discutant. Le discutant, son rôle, c'est de pouvoir jeter un regard critique sur ce que les conférenciers disent. Alors, nous sommes donné cette peine-là parce que nous disons que, comme le sujet est sensible, il ne faudrait pas que n'importe qui vienne dire quoi que ce soit. Nous avons une vision et nous avons voulu que tous les intervenants entrent dans notre vision pour que l'objectif assigné au collègue soit atteint. Ce n'est pas nouveau, hein? C'est des pratiques qui se font dans le monde universitaire. Et les discutants aussi avaient leurs termes de référence. Nous avons identifié des modérateurs. Donc, ce qui fait que par panel, vous avez 2 conférenciers, un discutant et un modérateur. Le modérateur aussi avait ses termes de référence. Donc, nous avons vraiment cadré les choses pour qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, je profite pour dire que certaines mauvaises langues ont dit que nous avons tellement restreint les champs que finalement, il y avait très peu de monde à la salle Concorde de l'hôtel de février. En fait, nous l'avons ainsi voulu. C'est-à-dire que nous avons fait nos projections sur 100 personnes. Et comme il doit y avoir la prise en charge à midi, les pauses café, etc., c'est sur ça que nous avons convenu avec l'hôtel. Et donc, 100 personnes dans la salle Concorde, quand vous voyez avec les mesures barrières, les gens peuvent avoir l'impression que la salle était vide. Mais en tout cas, pour nous, nos objectifs en termes d'effectifs étaient atteints. Voilà. Professeur Tigwe, pourquoi un colloque en hommage à Maître Agbouibo et pourquoi pas pour Sylvanus Olympio, Gnassingbé Yadema, Edem Kodjo, Djowa Boukari, etc. Pourquoi Maître Agbouibo et pas les autres? Bon, je pense que je peux considérer cette question comme la question du colloque, puisque en prélude au colloque, la campagne médiatique que nous avons organisée, cette question est revenue sur toutes les lèvres. Sur les médias, à chaque fois qu'on ouvre l'antenne aux auditeurs, c'est la question qui est posée. Et même lors du colloque, la même question est revenue plusieurs fois. Alors, nous disons simplement que Maître Yahovi Agbouibo, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Togo, l'histoire sociopolitique du Togo pendant ces 3 dernières décennies. Et eu égard à cette réalité, il n'est pas moindre en tant que personnage à étudier. Le hasard a fait que c'est sur lui que le sort est tombé pour être étudié. Mais vous imaginez, on aurait pu choisir M. Edem Kodjo aussi, que la même question se poserait. Mais pourquoi est-ce que c'est par Kodjo que vous voulez commencer? Si c'était par Olympio,
la même question se poserait. Pourquoi vous voulez commencer par Olympio alors qu'Augustino Paz de Souza est là, considéré comme le père de l'indépendance, enfin pas de l'indépendance, mais l'argentier du culte qui a facilité les différentes luttes de Sylvanus Olympio. Alors nous disons simplement que entre rester et chercher ad vita aeternam des critères objectifs avant de lancer le colloque, pour trouver des critères de consensus autour d'un personnage, et rester les bras croisés, ne rien faire, ou alors avancer en essuyant, en acceptant d'essuyer certaines critiques, nous avons fait le choix de commencer quelque part, quitte à essuyer des critiques et avancer. Mais le plus important pour nous, c'est que cette initiative tranche avec le passé. Il n'est pas normal que nous ayons des gens qui ont lutté, des gens qui ont œuvré pour que le Togo devienne ce qu'il est aujourd'hui et que nous les laissions partir dans l'anonymat le plus absolu. Il n'est pas normal. Parce que, vous savez, ce sont les peuples qui font leurs héros. Les peuples peuvent faire comme défaire leurs héros. Mais nous avons l'impression que dans notre pays, nous tuons nos héros. C'est-à-dire que la personne peut avoir travaillé, la personne peut avoir apporté sa pierre à l'édification de notre pays, mais on le laisse partir dans l'anonymat le plus absolu. Ce n'est pas normal. Vous savez, les gens nous ont critiqués, ils disent, mais vous pensez que Agbo-Ibor est sans défaut? Mais loin de nous de penser que Maître Agbo-Ibor serait l'incarnation de la divinité ou de l'angélisme. Non. Chaque individu sur cette terre a des qualités et des défauts. Mais notre intention, c'est de mettre les qualités et les défauts dans une même balance pour voir qu'est-ce qui prime sur l'autre. Et essayer justement de valoriser les vertus de l'homme. Parce que vous savez, nos sociétés, quand je dis nos sociétés, je ne parle pas seulement du Togo, mais je parle de nos sociétés contemporaines en Afrique qui sont en perte de vitesse. Et nous sommes à la recherche de notre identité collective. Et quand on est dans une telle situation, il faut procéder par l'identification des gens qui, à un moment donné, ont bataillé dur pour pouvoir réussir leur vie. Et placer ces gens comme modèles de réussite devant la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir des modèles. La jeunesse doit avoir des modèles. Au lieu de chercher à s'européaniser, au lieu de chercher à s'américaniser, mais nous avons à l'intérieur des ressources, des personnes qui ont, vaille que vaille, réussi à se bâtir une personnalité qui peut inspirer la jeunesse. Dans le cadre du colloque, on a parlé de l'enfance, du parcours de Maître Yaovi Agbo-Ibor. Il est apparu que Maître Agbo-Ibor, c'est quelqu'un qui avait trimé dans son enfance. Il faisait 7 km à pied avant d'aller à l'école le matin. Il trouvait difficilement à manger, etc. Aujourd'hui, quand on projette ça dans le miroir des étudiants, des élèves, etc., qui estiment qu'ils souffrent trop, ils vont dire, mais si lui, il a connu les mêmes souffrances que nous dans son enfance et qu'aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est avant de passer de vie à trépas, mais nous aussi, c'est que c'est possible qu'on puisse émerger. Et je pense que c'est cette leçon-là et ce reflet que nous avons voulu que les Togolais puissent tirer de cette manifestation. Donc, peu importe le personnage, notre idée en toile de fond, c'est de faire en sorte que nous ayons des modèles à placer devant la génération montante, qui est en perte de vitesse, je souligne, pour que les gens puissent savoir que les modèles ne se trouvent pas qu'ailleurs. Dans nos manuels scolaires, on nous place des modèles des pays étrangers. On nous apprend des héros d'autres peuples, les Napoléons, les Lamartine, etc. Mais nous avons aussi des gens ici qu'on peut placer devant la jeunesse pour dire voilà des modèles de réussite et ils pourront les copier. Voilà. Et je crois que vous avez beaucoup parlé. Ce que vous avez dit jusqu'à présent nous fait voir un peu les objectifs du colloque. Et pourquoi un hommage post-mortem?
Et vous savez, les hommages post-mortem, c'est plutôt la tradition. C'est-à-dire que ce sont les hommages ante-mortem qui sont plutôt rares. C'est-à-dire que quelqu'un est en vie et on dit qu'on lui organise des hommages. Alors, moi, je me rappelle qu'à l'université, et je précise d'ailleurs que l'université de Lomé a fait œuvre de pionnier dans l'organisation des hommages ante-mortem, parce que depuis 2015, nous avons établi comme principe de célébrer nos maîtres qui partent à la retraite. Ne pas attendre qu'ils meurent d'abord avant de les célébrer. Et je me rappelle, la première initiative que nous avons prise à l'époque, c'était autour du professeur Gaïbo. C'est passé à la télévision nationale. Quelqu'un m'a appelé et dit « Oh, le professeur est décédé ?» Il dit « Non, il n'est pas décédé. » Il dit « Mais pourquoi vous lui organisez des hommages ?» Il dit « Ben voilà, nous avons voulu rompre avec la tradition. Ne pas attendre le décès de l'individu avant de dire tout ce qu'on pense en bien de ce personnage-là. » Maintenant, pour revenir à votre question, les hommages post-mortem, c'est la tradition. Ce qui fait que quand on est en hommage ou post-mortem, il n'est pas rare d'écouter les gens dire on va lui rendre un dernier hommage. Et généralement, quand on fait un hommage de ce genre, c'est une litanie d'éloges, c'est une messe qui est dite où on relève seulement les qualités de l'homme, ce qu'il fut et ce qu'il fit sur terre en bien. Parfois même on exagère. Moi je me rappelle, il fut une année, on a perdu un collègue. Le collègue, il est sociologue. Les étudiants l'ont surnommé le hacheur incarné. Et il fut une année, le collègue a évalué plus de 500 étudiants, 3 seulement avaient la moyenne. Et les étudiants lui ont tendu un guet-apens. Ils ont voulu même le gifler. N'eût été la vigilance de la police universitaire, on allait le brutaliser. Et au cours de la même année, le collègue est décédé. Venez voir à l'occasion des hommages qui lui ont été organisés. Les mêmes étudiants sont arrivés pour le flatter, pour dire c'est le meilleur enseignant qu'ils ont connu, etc. Donc, les hommages, traditionnellement, les hommages post-mortem ont cette réputation de ne valoriser que les aspects positifs ou même de faire de l'exagération autour du défunt. Mais ce que nous avons fait, c'est pour cela que nous avons précisé que c'est un colloque international en hommage. Là, nous avons l'hommage, mais nous avons la science qui accompagne l'hommage. Pourquoi ? Parce que nous disons que nous n'irons pas encenser Maître Yaovi Agboibo. En même temps, nous n'irons pas ternir son image. Mais nous irons mettre dans une balance tout ce qu'il a fait en bien et tout ce qu'il a fait en mal, que nous allons étudier de façon critique pour pouvoir produire de la connaissance. Et cette approche-là, en réalité, c'est une approche en sciences sociales que nous appelons l'approche de l'histoire de vie. Et cette approche de l'histoire de vie nous permet de partir de l'étude d'un individu pour mieux comprendre l'environnement auquel l'individu a appartenu. Et ça, les sociologues appellent cette approche-là l'approche du singulier pluriel. C'est-à-dire, vous avez un singulier, mais derrière le singulier, il y a tout un pluriel. Autrement dit, si Maître Yaovi Agboibo a pu avoir les résultats qu'il a eus, en bien comme en mal, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est entouré par une kyrielle de personnes qui l'ont influencé, j'allais dire, en bien comme en mal. Et donc, le prétexte du colloque était présenté pour pouvoir étudier tout cet environnement-là, la société à laquelle il a appartenu, les individus qu'il a eu à croiser sur son chemin, pour pouvoir avoir les résultats positifs comme les résultats négatifs. C'est d'ailleurs pour cela que, dans le cadre du colloque, nous n'avons pas hésité à évoquer les tares de
son action politique en 1994, par exemple. Nous allons peut-être y revenir tout à l'heure, professeur Tibé. D'accord. Est-ce facile de concilier science et hommage? Je vais vous poser la question tout à l'heure, mais avant de répondre à cette question, je vous propose d'écouter un certain nombre de témoignages sur Maître Agbouibo. Ça s'est passé au colloque. Alors nous allons écouter donc ces témoignages-là. Nous sommes restés des amis, de vrais amis et fidèles. Plusieurs constatations s'imposent. D'abord, sa fidélité en amitié, son renoncement à soi lorsqu'il s'agit de rendre service. Sa disponibilité, sa sincérité sont des vertus que nous garderons en héritage. Ce brillant avocat devenu homme politique incarne des valeurs qui méritent d'être soulignées pour la postérité. Homme de dialogue et de compromis. Il était aux antipodes de toute idée de radicalisme et savait comment coopérer avec ses interlocuteurs pour obtenir des résultats concrets au bénéfice des populations. Par-delà les partis et les clivages idéologiques, l'aura, la culture et la pertinence des vues de Maître Agbouibo, l'homme qui prit également les rênes de la primature, s'imposait à tous. Son autorité, son savoir-faire et son rayonnement intellectuel ne laissent personne indifférent. Nous avons milité pour l'état de droit et pour les droits de l'homme. Agbouibo doit être considéré comme l'une des chevilles ouvrières pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. La mort d'Agbouibo est une grande perte pour notre pays parce que c'est un militant. Une de ses particularités et que nous partageons, c'est qu'il croyait sincèrement à ce qu'on puisse mener la lutte d'une manière pacifique, sans utiliser des armes à feu. Nous étions partis de l'analyse que les tentatives de lutte armée n'ont pas amené les changements au Togo. Nous venons d'écouter successivement Aboudou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, Madame Nakba Polo, présidente de la CNDH, et Maître Kokou Kofigo, ancien Premier ministre. Et vous avez écouté ces propos, c'est des propos laudateurs. Est-ce facile de concilier science et hommage, professeur? Est-ce que ça a été un exercice facile pour voir ce colloque-là? Vous savez, l'exercice est d'abord... Et je dois ajouter que ce qu'on vient d'écouter, on ne peut pas imaginer que ce sont les meilleurs amis d'Agbouibo. C'est peut-être que c'est une affaire privée, mais par leur obédience et tout le reste, on peut dire mais c'est ces personnes-là qui tiennent des propos laudateurs. Non, mais en fait, ces personnes-là l'ont dit clairement dans le cadre du colloque qu'ils ont été de très proches collaborateurs. Monsieur Aboudou Assouma a été vice-président de la CNDH au moment où Agbouibo était président de la CNDH. Et du colloque, il est ressorti que si Agbouibo avait pu avoir les facilités vis-à-vis du président de la République d'alors, Gnassingbé Eyadema, c'est grâce à Aboudou Assouma. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est révélateur un peu de la stratégie politique d'Agbouibo. C'est-à-dire passer par des courroies de transmission, des gens qui peuvent faciliter l'obtention des résultats pour pouvoir avoir des résultats. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que M. Aboudou Assouma ait été un des meilleurs amis de Maître Agbouibo. Et ça, il l'a dit. Je ne vous le cache pas. Quand il s'est agi pour nous d'approcher le gouvernement pour leur parler de cet événement-là, pour pouvoir avoir des facilités par rapport à nos invités, à nos conférenciers qui vont venir de l'extérieur, c'est lui que nous sommes allés voir. Et c'est lui qui nous a dit, allez voir tel ministre, allez voir tel ministre. Donc, pour dire que c'est en ami vraiment qu'ils ont parlé. Mais la question, c'est de savoir s'il est facile de concilier science et hommage. Alors, je ne peux pas dire ici que ça a été un exercice facile. Mais je dois pouvoir dire que l'exercice, tout en n'étant pas facile, a pu se faire grâce à la vigilance et à la qualité des intervenants que nous avons eus. Mais ce qu'il faut identifier clairement, c'est qu'il y a eu des témoignages et il y a eu des communications. Les témoignages ont ceci de particulier qu'ils parlent en bien de l'homme. Et puisque nous sommes dans l'histoire mémorielle, nous sommes dans l'histoire mémorielle, nous ne sommes pas dans l'histoire pure où il faut plusieurs décennies
avant de parler d'un événement. Nous sommes dans l'histoire mémorielle et la mémoire, comme elle est défaillante, il faut sur le vif recueillir les impressions, les sauver de l'oubli pour que lorsque l'histoire pure va vouloir se faire, qu'on ne soit pas en manque d'informations. Vous voyez, surtout pour ce qui concerne nos sociétés à oralité, que sont nos sociétés africaines. Donc, pour ce qui concerne les témoignages, ils sont plutôt rentrés dans le circuit des hommages, pur et dur. Mais pour ce qui concerne les communications et les discussions, je peux dire que ça a respecté la scientificité, parce qu'il y a eu des critiques. Quand les gens parlent et on estime que ce que vous avez dit là, c'est ignorer le fait que malgré ses bienfaits de M. Yaovi Agboibo a eu ceci, a eu à faire ceci aussi, il a plombé la lutte, il a fait ci. Je crois quand même que tout a eu à s'équivaloir dans le cadre de ce colloque-là, et je ne peux pas dire que dans le cadre du colloque, on n'a pas fait la critique. La critique est par excellence une méthode scientifique, en tout cas pour ce qui concerne les sciences sociales. Et je pense que la critique s'est invitée dans le cadre de ce colloque. Alors, parlons maintenant du déroulement pratique de ce colloque. Quels en étaient les axes? Comment ça s'est passé? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, pour nous qui n'étions pas présents. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais rappeler rapidement comment ça s'est passé. Disons que le colloque a démarré avec la partie officielle, la cérémonie d'ouverture, et après, il y a eu 2 conférences inaugurales. Alors, les conférences inaugurales ont ceci de particulier qu'elles plantent le décor. C'est-à-dire qu'on a choisi un thème sous lequel on a placé le colloque. Et donc, il faut des personnes averties pour venir expliquer scientifiquement les tenants et les aboutissants du thème. Vous voulez rappeler ce thème-là? Le thème du colloque, c'est... D'abord, nous avons dit colloque en hommage à M. Yaovi Agboibo. Okay? Mais le thème, c'est Maître Yaovi Madji Agboibo, 1943-2020, histoire d'une vie et d'un temps. Et donc, il est question justement d'expliquer qu'on peut partir d'une vie singulière pour mieux connaître des vies plurielles. Et la conférence inaugurale, la première conférence inaugurale a été portée par le professeur Jean-François Ouaille, qui nous est venu du Gabon, j'en parlais tantôt. D'ailleurs, c'est lui que je suis allé déposer à l'aéroport, ce qui explique mon retard un peu dans votre studio. Et il nous a parlé avec un regard extérieur sur l'homme. Et quand il a fini, je me rappelle, Madame Awanana est venue le féliciter pour dire, mais comment toi, un étranger, tu maîtrises notre histoire contemporaine de façon aussi qualifiante. Alors, en dehors de lui, nous avons Maître Robert Doussou, du Bénin, qu'on ne présente plus, qui est venu, qui a fait aussi une brillante intervention sur la démocratie, l'état de droit. Alors, pourquoi? Il explique en disant que c'est vrai, ce qu'il a développé n'entre pas forcément dans la logique du colloque, mais il a voulu nous expliquer les fondamentaux de ces concepts pour lesquels M. Yaovi Agboibo s'est battu toute sa vie durant. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à créer le lien entre ce qu'il a dit et l'homme Agboibo. Alors, en dehors de ces 2 conférences inaugurales, nous avons eu droit à 2 témoignages dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Le témoignage de M. Abdou Assouma, que nous venons d'écouter, et le témoignage d'un certain Magazini, qui est fonctionnaire international, qui réside aujourd'hui en Suisse. Donc lui aussi, il a dit qu'il a connu M. Yaovi Agboibo dans les années 1988, au moment où il était déjà président de la CNDH du Togo, et il a dit comment il a connu et comment il a été, fidèle à ses principes à lui, et comment il a bossé sur la question des droits de l'homme. Donc, en dehors de cette conférence ou de ces conférences inaugurales, nous avons eu 5 principaux axes.
Et dans chaque axe, nous avons un témoignage, 2 conférences et une discussion, des conférences. C'est comme ça que c'est organisé. Maintenant, le premier axe, c'est l'homme politique, parcours et contribution à l'enracinement de la démocratie au Togo. Donc, dans cet axe, qu'est-ce que vous avez retenu? Nous retenons que Maître Yaovi Agbouibo a eu à avoir une certaine méthode politique, ce qui lui a permis de pouvoir contribuer à l'enracinement de la démocratie togolaise. Et cette méthode, souffrez que je la rappelle, c'est la méthode de la pression et du dialogue. Mettre pression sur les gouvernants, et quand la pression arrive quelque part, les gouvernants tendent la main pour dialoguer et il va dialoguer. Alors, la méthode a ceci de particulier, qu'elle a 2 versants. Et ça, je peux dire que ça a fait l'objet de plusieurs discussions dans le cadre du colloque. Parce qu'il y a certains qui estimaient que M. Yaovi Agbouibo n'avait aucune méthode politique, que c'est un opportuniste qui essayait d'agencer ou d'arrimer son agenda politique selon les opportunités. Et il y a eu une catégorie qui estime que non, il y avait bel et bien une démarche et puis une méthode politique. Et la méthode, en fait, en réalité, c'est à 2 versants. Il y a une méthode a priori. Et quand on parle de méthode a priori, ça veut dire, en sciences sociales bien évidemment, ça veut dire qu'il y a une doctrine dont s'inspire la méthode. Une doctrine avec les auteurs qui sont auteurs de cette doctrine-là. M. Yaovi Agbouibo ne s'est inspiré d'aucune doctrine. Donc, sur ce point, ceux qui estiment qu'il n'a pas eu de méthode ont raison. Mais il y a également une méthode a posteriori. Et la méthode a posteriori est une méthode constructiviste. C'est-à-dire qu'on construit la méthode au fur et à mesure qu'on fait l'action. Donc l'action détermine la méthode. Et parfois, celui qui est dans l'action, dans cette approche constructiviste, peut ne pas savoir lui-même qu'il est en train d'arpenter une voie qui dessine sa méthode. Et que c'est après lui que les gens vont étudier tout ce qu'il a fait pour identifier la méthode qui a été la sienne. Et je pense que, finalement, en tout cas dans les propos conclusifs que j'ai prononcés hier, à la fin du colloque, j'ai dit à l'assistance qui est d'accord avec moi que la méthode de Maître Yaovi Agbouibo s'inscrit dans une approche constructiviste, c'est-à-dire une méthode a posteriori. Et comme nous sommes dans la biographie critique, nous avons commencé à étudier cette méthode. Et nous sommes sûrs que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, quand nous allons revisiter les choses, quand les langues qui ont refusé de parler aujourd'hui vont se délier, quand les archives vont être déclassifiées, nous allons découvrir d'autres choses qui vont nous permettre de bonifier cette méthode-là. OK? Alors, dans le second axe, nous avons parlé de l'avocat et le défenseur des droits de l'homme. Avant d'aborder le deuxième axe, je voudrais que concrètement vous nous disiez qu'est-ce que Maître Agbouibo a apporté à l'instauration et à l'avancée de la démocratie au Togo, d'après ce que vous avez étudié. Alors, d'après ce que nous avons étudié, le coup d'éclat de Maître Yaovi Agbouibo, c'est d'avoir réussi à convaincre EADEMA à créer la CNDH en 1987. Parce qu'à l'époque, il n'y avait sur le continent que 2 pays qui avaient une commission pareille. Je crois le Togo et le Sénégal, si j'ai bonne mémoire. Alors, EADEMA n'en voulait pas. Mais Maître Yaovi Agbouibo, par ruse politique, j'insiste là-dessus, Maître Yaovi Agbouibo n'avait pas de ruse. Alors, lui-même, il dit qu'il pratique la politique du singe. Et nous connaissons le singe. Si le singe veut avoir quelque chose, on sait comment il procède. Mais la grande question aussi, c'est de savoir si il peut y avoir une stratégie politique sans ruse. Donc, par ruse, M. Yaovi Agbouibo a réussi à amener EADEMA à accéder à sa demande. Mais EADEMA avait fini par accepter parce qu'il y avait Abdou Assouma, en qui il faisait entièrement confiance, qui soutenait
Maître Yaovi Agboibo. Donc Eyadema était rassuré en disant, mais si c'est vous deux qui faites le tandem, me rassurez. Et c'est comme ça qu'il a réussi à le faire. Maintenant, en dehors de ça, on a vu, il fut un pionnier de la création du Front d'action pour le renouveau qui finalement va être dissous et il va créer son parti politique. L'histoire de la période qui va de 90 à 94 par là, le CAR ne peut pas être compté parmi les partis les moins représentés sur l'échiquier politique national. Et donc, c'est des gens qui ont réussi à se battre au moment où certains étaient en exil, au moment où il n'était pas du tout facile à traiter des questions de droits de l'homme, des questions de démocratie, etc. Mais Yaovi Agboibo a eu à donner du sien pour que cela s'instaure. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dans l'axe 2, nous avons demandé au professeur Olu de nous dire, de nous parler de lutter pour la défense des droits de l'homme dans un contexte de parti unique. Pour montrer un peu, en prenant les exemples partout ailleurs dans le monde, pour montrer un peu comment il était difficile pour quelqu'un, un acteur de la trempe de Maître Yaovi Agboibo, de pouvoir se battre alors que tout le rouleau compresseur du parti unique était mis en branle. Comment il a fait pour sortir de ce rouleau compresseur-là? Ce n'était pas de la blague. Professeur Tigbe, vous l'avez effleuré tout à l'heure, les détracteurs d'Agboibo disaient plutôt que sa méthode de combat, ou certains de ces détracteurs disaient que sa méthode de combat, c'est la ruse. Et on a même parlé de roublardise. On l'a accusé d'avoir souvent manipulé Feu Général Eyadema, ce dont il se défendait farouchement. Écoutons reçu cette accusation. J'ai jamais eu de doute et je continue à en être convaincu. Déjà, on racontait toutes choses sur moi, notamment sur mes rapports avec le feu président Eyadema. J'avoue, et tout à l'heure, on disait embobiné, non. Le mot m'a blessé parce que j'ai jamais embobiné Eyadema. Je l'ai toujours amené à trancher en ce que je dis et ce que ces orateurs nous racontent. C'est ce combat quotidien que j'ai eu avec lui. Et quand c'est chaud, il y a un mot qu'il a l'habitude de prononcer, parce qu'il commence à être convaincu. Il ne s'y attendait pas de toi. Et puis il dit, la nuit porte conseil, tu peux revenir demain matin. Et quand on revient, il dit, effectivement, mes collaborateurs ont failli m'induire en erreur. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Et il y a eu un moment clé dans la préparation de l'Union nationale. C'est ce moment-là où il fallait passer du nom emblématique qui a été donné à nos assises à la Togolaine. On avait parlé de Front national de dialogue et l'autre appellation que la conférence nationale souveraine. Là aussi, pour qu'on sorte de l'impasse, il a fallu discuter. Et on s'est vu plusieurs fois. Pour que les gens acceptent de signer l'accord du 12 juin, il a fallu qu'il ait la lumière. Je dis, il n'y a pas de politique qui puisse réussir au Togo sans la vérité. Et la vérité ne peut jaillir que dans le dialogue. Et le vrai dialogue suppose la patience, une certaine capacité de se contenir. Nos excuses pour la qualité du son. Et professeur Tigbe, certains détracteurs de Maître Agboibo disaient aussi, le présentaient aussi comme un populiste. Est-ce que le colloque a abordé cet aspect-là? Évidemment, vous savez, Maître Yaovi Agboibo, c'est quelqu'un qui est foncièrement ancré dans les valeurs endogènes. Et il y a eu un axe qui a été consacré à cet aspect-là, où on a dit Maître Yaovi Agboibo et la promotion des valeurs endogènes. Et les intervenants qui sont intervenus dans le cadre de ce panel-là ont montré clairement que, en réalité, quand nous parlons des valeurs endogènes, c'est l'attachement de Maître Yaovi Agboibo, par exemple, aux questions de chefferie traditionnelle. D'ailleurs, lui-même, dans son ouvrage « Combat pour un Togo démocratique, une méthode politique », il s'en justifie en disant que s'il s'est porté candidat aux législatives de 1985, ce que beaucoup de ses compères n'ont pas compris, c'est parce qu'il estimait qu'il y avait de façon récurrente des problèmes de chefferie dans son couvert natal et il voulait aller au Parlement pour influer sur les décisions
pour que le législateur puisse aider à régler ce problème-là. En dehors de ça, on a vu que son attachement aux valeurs endogènes, c'est aussi la charité, c'est aussi la prise en compte des préoccupations des veuves, des orphelins, etc. D'ailleurs, il y a eu un groupe de commerçantes qui a témoigné hier dans le cadre du colloque, dont la chef de file était Madame Pomblekou, qui estimait que, en fait, depuis qu'elles ont appris le décès de Maître Yaovi Agbouibo, c'est comme si leur vie s'arrêtait. Parce que à chaque fois que Maître Yaovi Agbouibo venait à couver, il mangeait avec le peuple, le bas peuple. C'est un des rares intellectuels qui s'était ancré dans le populisme. C'est une des rares personnalités qui ne faisait pas de distinction de classe. C'est le défenseur des opprimés. Et je peux dire que un des avantages de Maître Yaovi Agbouibo, au-delà d'avoir été un homme politique, c'est qu'il a été aussi avocat défenseur. Et donc, un avocat qui défend, généralement, c'est la défense des opprimés, c'est la défense des sans-voix, etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas été populiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui faisait la compagnie de tout le monde, du bas peuple, et c'est ça aussi, peut-être, qui a aidé à accroître son aura au sein de la population togolaise, en tout cas pendant la période qui va de 1990 à 1994, où on a vu que les élections législatives lui ont fait la part belle. Mais les analyses ont montré également que progressivement, il a connu un déclin, lui-même en tant qu'homme politique et son parti aussi. Et aujourd'hui... Et comment ils l'ont expliqué? Mais ils l'ont expliqué par le fait que, finalement, sa stratégie politique ou sa méthode politique qu'il vantait tant n'a plus porté de fruits à partir du moment où il y a eu ses collègues de l'opposition qui n'ont pas voulu comprendre davantage, qui n'ont pas voulu l'accompagner dans cette stratégie-là. Parce que vous savez, quand on dit pression et dialogue, et que vous-même, vous êtes un homme préoccupé par le consensus, et ça, le maître Yaovi Agbouibo l'était, un homme très préoccupé par le consensus. C'est-à-dire que quand il va, par exemple, négocier des choses auprès du pouvoir, il veut forcément avoir l'adhésion, il voulait forcément avoir l'adhésion de ses camarades, de ses collègues de l'opposition, et parfois, les gens estimaient que non, c'est risqué d'avancer sur la voie que lui voulait tracer, et donc on le lâchait. Et finalement, ça n'aboutit pas. Donc, quand il se positionne comme quelqu'un qui veut sortir le peuple de l'ornière, et que finalement on ne voit pas de résultat, mais ceux qui le soutiennent vont finir par le lâcher. Et c'est ce qui explique le fait qu'en 1999, par exemple, quand on a fait les élections présidentielles, Gilles Christ Olympio est passé, selon les résultats officiels, à 34%, et lui, 98, j'allais dire, et lui, seulement 9%. Vous voyez. Donc c'est à partir de ce moment que la descente aux enfers, entre guillemets, a commencé. Et même sa nomination au poste de Premier ministre n'a pas réussi véritablement à sortir son parti du gouffre dans lequel il commençait déjà à être plongé. Et finalement, aujourd'hui, un des communicateurs même a montré que le CAR est dans l'agonie et il se demandait si le CAR pouvait survivre au décès de son géniteur. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas constaté que peut-être c'est une erreur qu'il avait commise? Il avait laissé le parti à un moment donné et il est revenu. Est-ce qu'ils n'ont pas constaté que c'était peut-être... Non, je pense que tous ces éléments-là ont été disséqués et personnellement, je pense que c'était une erreur politique que de se replier et de rebondir. Parce que finalement, on l'a accusé de pratiquer la politique de ceux qu'il combattent et il combattait. C'est-à-dire s'accrocher, ne pas passer le témoin. Et les gens ont expliqué même ce rebond comme étant un échec de sa politique.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire je n'ai pas suffisamment formé de relève et donc le parti que j'ai laissé n'arrive pas à avoir un leader charismatique, donc il faut que je revienne. Donc si vous faites ça, en tout cas chez nous à l'université, quand un maître fait ça, c'est la preuve qu'il a échoué dans la formation de la relève. Voilà. Alors, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, professeur. Quels sont les autres aspects, les autres axes de la conférence? On va passer rapidement. Passer rapidement et dire que le deuxième axe, comme je le disais, c'est l'avocat et le défenseur des droits humains. Et donc, dans cet axe-là, on a vu un peu sa profession d'avocat et comment il s'est organisé pour défendre les droits humains. Mais il est revenu des échanges que nous avons laissés de côté un pan important qu'on aurait pu débattre dans le cadre de cet axe-là, c'est le fait que nous n'ayons pas étudié ces plaidoiries. C'est-à-dire que M. Yaovi Agboibo a quand même la renommée internationale d'avoir remporté les dossiers les plus compliqués. Je précise même que en amont de la création de la CNDH, l'État togolais avait maille à partir avec la justice internationale. Et donc, M. Yaovi Agboibo a été l'avocat du Togo que Yadema a commis pour aller défendre le dossier du Togo. Et à l'époque, il a été accompagné par Aboudou Assouma. Et quand ils sont revenus triomphants, c'est là où il a profité de ce triomphalisme-là pour proposer à Yadema de mettre sur pied la Commission nationale des droits de l'homme. On sait qu'un autre dossier qu'il a défendu avec brio, c'est le dossier de celui qui finira par devenir son ami, maître, comment il s'appelle, Ama Amadou, l'ancien premier ministre du Niger. Oui. Donc il y a eu quand même des victoires comme ça, des glorioles comme ça. Alors, la question c'est pourquoi n'avoir pas cherché à mettre un communicateur sur ces questions-là? Nous nous sommes défendus en disant, bon, nous n'avions pas accès à la documentation, aux archives relatives à toutes ces plaidoiries. Non pas seulement les plaidoiries qu'il a remportées, mais aussi les procès qu'il a perdus. Okay? Dans une approche critique pour voir, pour expliquer, pour chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il a perdu telle plaidoirie pendant qu'il a gagné tel autre plaidoirie, procès. Voilà. Donc cet aspect-là, nous le prenons plutôt en compte et nous avons promis aux participants de voir si dans la mesure du possible, nous pouvons avoir accès à la documentation, on pourra étudier ça et mettre ça dans les actes du colloque. Alors le troisième axe, c'est M. Yaovi Agboibo, un produit de son temps, un intellectuel produit de son temps. Et ce axe a été développé par un philosophe qui a montré un peu la dimension philosophique de la notion de l'intellectuel produit de son temps. Okay? En convoquant Platon, en convoquant d'autres philosophes, mais aussi par Alain Foucault, qui a fait quand même une belle prestation en nous disant que lui, tout en n'étant pas universitaire, il va quand même nous envoyer des flèches en disant qu'en Afrique et au Togo, nous avons beaucoup de diplômés, mais très peu d'intellectuels. En expliquant cela par le fait que pour lui, un intellectuel ne peut exister en marge de l'engagement, de son engagement dans sa communauté, dans sa société. Et l'engagement, c'est sur des questions brûlantes de la société. L'engagement, c'est sur des dossiers importants de la société. Mais les soi-disant intellectuels que nous avons aujourd'hui, ils sont là, ils vont au boulot, ils sont dans leur bureau de façon confortable, et puis ils sont observateurs des différents sujets de la société, au lieu d'être acteurs. Il a cité des gens, plein de cas, où les intellectuels ont accepté de s'engager pour pouvoir faire en sorte que leur contribution puisse aider, un tant soit peu, au développement de leur société. Oui. Alors, le quatrième axe... Oui, je voudrais dire, de son vivant, on attribue à Maître Agboibo des pouvoirs mystiques. Alors, quel rapport l'homme avait-il avec les valeurs africaines? Et qu'est-ce qu'il faut entendre par valeurs africaines de son point de vue? Bon, justement, c'est l'objet du quatrième axe. Ouais. Maître Yaovi Agboibo et la promotion des valeurs africaines et endogènes. Et c'est vrai que
dans le cadre de ce taxe, cette question de Maître Yahweh Agboibo qui serait doté des pouvoirs mystiques n'est pas revenue, je ne dirais pas n'est pas revenue, mais n'a pas été suffisamment débattue. Et d'ailleurs, une des recommandations du colloque est aller dans ce sens-là, pour faire un peu ce que l'on appelle l'histoire des représentations. L'histoire des représentations, c'est de voir un peu quel regard les Togolais portent sur Maître Yahweh Agboibo par rapport à tout ce qui se raconte sur lui. Les gens racontent que quand il était arrêté en 2000 là, pour aller en prison, quand on a voulu le déshabiller et le mettre dans la tenue de prisonnier, on a vu plusieurs amulettes autour de son rein et les soldats lui ont demandé qu'est-ce qu'on en fait. Il a dit gardez ça dans le coin. Jusqu'au jour où on l'a libéré, il a encore repris ça. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais dans tous les cas, il n'y a rien sans rien, comme on dit dans le français trivial. C'est que l'histoire des représentations doit permettre de disséquer tout ça et de chercher et trouver matière à science. Pour faire la part entre ce qui est du merveilleux, ce qui relève de l'imaginaire et ce qui s'est réellement passé. Mais pour se livrer à un tel exercice, on a forcément besoin de personnes ressources très proches de l'homme qui le connaissent et qui savent un peu comment il a eu à sortir d'affaires. Parce que certains Togolais aussi le présentent comme quelqu'un justement qui a pu tenir tête à Yadema grâce à ses pouvoirs mystiques. Mais au même moment, lui-même se présente comme un chrétien. Et en pratiquant la charité, en prenant à cœur les problèmes des veuves, des orphelins, etc., en militant même quand il était au Parlement pour le rétablissement des églises dites révélées qui étaient entre-temps, à la fin des années 70, fermées sur notre territoire. Vous voyez. Donc, il y a tout un méli-mélo qu'on doit pouvoir démêler et je pense que l'une des faiblesses du colloque, c'est qu'on n'a pas réussi à faire ça. Et c'est un challenge que nous allons relever. Alors le dernier axe, c'est celui qui parle de l'héritage de l'homme et de sa dimension internationale. Et nous avons une autre compatriote, Dani Aïda, qui a parlé un peu de ce qui reste aujourd'hui de l'homme. Et lui aussi, il est revenu sur son héritage politique, en disant que son parti politique est agonisant. Il faut vraiment que des dispositions soient prises pour que ce parti survive à son géniteur. Mais il n'y a pas eu que Dani Aïda dans ce panel-là, puisque Maître Robert Dossou est revenu pour nous parler du bélier noir. Comment est-ce que lui l'a connu et comment est-ce que le nom du bélier noir lui sied et a fait que sa renommée à l'international a pu le précéder. Et donc, finalement, on a retenu de cet axe que Maître Yahweh Agboibo a fait beaucoup de choses, dans le social, dans le politique, dans le culturel, aussi bien sur son territoire de Kouvé qu'ailleurs au Togo. Et il y a des choses, des réalisations qui sont là aujourd'hui, qui lui restent, qu'on peut voir de façon palpable. Mais que l'héritage le plus important auquel son nom est accolé, c'est l'héritage relatif à son parti politique. Et si le parti disparaissait, c'est que tout le monde va dire son œuvre s'est effritée et s'est usée à l'épreuve du temps. Mais, dernier élément, c'est par rapport au rôle qu'il a joué à l'international. Il a fait partie de plusieurs commissions des Nations Unies et il a été même membre de la commission pontificale Justice et Paix. Donc ce sont justement des actions qu'il a eu à mener qui ont fait connaître davantage l'homme, mais au-delà de l'homme, qui ont fait parler du Togo dans son espace-temps au moment où il était à ces commissions-là. À votre avis, de votre point de vue, professeur, est-ce que le colloque a été un succès? Non, mais moi, je suis un homme heureux, puisque en tant que président du comité scientifique, je peux dire que le colloque a été un succès.
il a été un succès parce qu'il y en a qui prédisaient l'apocalypse avant même le colloque. Mais moi, je ne peux que me féliciter de ce que, justement, à la fin, les participants n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des organisateurs. Et les gens ont formulé même le vœu que le colloque, cette initiative de colloque, ne se limite pas à Maître Yaovi Agboibo. Parce que pour mieux connaître notre histoire contemporaine, pour mieux connaître les méandres de notre histoire, il faut étudier les grands hommes qui ont fait cette histoire-là, dans l'approche de l'étude des acteurs de l'histoire. Et je veux vous dire ceci. À la fin, nous avons donné la parole à la famille Agboibo, parce que, je précise, l'initiative est indépendante de la famille et est indépendante de la famille biologique et de la famille politique. Mais nous leur avons donné la parole pour dire un mot. Et c'est le Benjamin, le fils Benjamin de Maître Yaovi Agboibo qui a parlé au nom de la famille pour dire qu'il a passé toutes ces années avec son papa sans connaître qui il fut. Et que c'est ce colloque qui lui a permis de comprendre un certain nombre de choses que son papa faisait qui paraissaient rigolo, entre guillemets, pour lui, mais il a compris en écoutant les différentes interventions que leur papa avait une vision et c'est ce qui a guidé toutes ses actions au moment où beaucoup le critiquaient. Donc, pour moi, c'est une réussite. Et nous avons même discuté avec le collègue gabonais qui estime qu'au-delà de ce que nous avons fait pour Maître Yaovi Agboibo, il faut faire un autre colloque sur un grand homme plutôt du Togo, mais aussi penser à mettre sur pied un projet panafricain qui sera intitulé l'histoire des grands hommes de l'Afrique contemporaine. Et qu'il se proposait déjà de voir qui pourrait être étudié au Gabon. Et comme ça, on va créer un réseau qui sera mis en place pour pouvoir faire aboutir ce projet-là. Et je pense que c'est une chose assez importante. Alain Foucault était là, on l'a sollicité pour voir un peu, journaliste de RFI, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut accompagner une telle initiative. Et je pense que c'est un grand succès. Quelqu'un même est allé loin jusqu'à dire que le prochain personnage à étudier, c'est le général Gnassingbé Eyadema. Parce qu'il faut faire un colloque pour mieux comprendre les actions du général Gnassingbé Eyadema. Parce qu'on ne peut pas comprendre, ou on comprend difficilement, comment ce fils de paysan, devenu entre-temps soldat, sergent, qui finit général, mais qui a pu diriger le Togo pendant 38 bonnes années. Quel a été son secret? Comment est-ce qu'il a pu réussir cette traversée ou ce parcours qui force l'admiration? Mais qui ont été ces hommes et ces femmes qui l'ont soutenu, qui ont fait partie de son environnement pour qu'il puisse avoir les succès qu'il a eus et pour qu'il puisse avoir les dérives qu'il a pu connaître dans son parcours politique. Je pense que l'idée n'est pas aussi dénuée de sens. Nous avons répondu simplement que pour une telle initiative, il n'y a pas que les scientifiques ou les professionnels qui doivent pouvoir se prononcer. Il y a une part du politique aussi qui doit pouvoir se prononcer. Et le moment venu, on verra si le politique est d'accord, on pourra y avancer. Professeur Tigbe, place maintenant aux autres événements de l'actualité de cette semaine au Togo. C'est une sélection signée Hervé Essay. Les changements climatiques constituent l'un des plus grands défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui. L'une des conséquences de ce changement est la rareté des pluies avec d'intenses chaleurs, ce que les Togolais qualifient de pénible. Écoutons quelques-uns. La sécheresse intense, ce n'est pas normal, ce n'est pas facile de dormir dans nos chambres. Des fois, on se couche sur la cour de nos maisons, donc c'est tellement difficile à supporter. Ce n'est pas normal, même vers le nord aussi, c'est pareil. Même tout le Togo qui ne pleut pas, au village,
les gens n'arrivent même pas à cultiver les champs. Auparavant, en ce moment comme ça, là, c'est le moment de pluie. Donc, il pleuvait. Ceux qui font les chantiers, qui font les routes, de bois à chantier, c'est eux qui pour avec leurs appareils, ils placent leurs machines pour arrêter la pluie. Si la pluie tombe, leurs travaux aussi sera gâtés. On ne peut jamais dire que quelqu'un peut supporter la chaleur plutôt en ce moment. Cette irrégularité des pluies dans le sud de Togo et surtout à Lomé a entraîné d'énormes conséquences sur les cultures agricoles. Pour les cultivateurs de Bema-Sonhoué et Koumakokope, même si la pluie arrivait, les cultures ne seront plus bonnes. L'absence des pluies a causé le jaunissement de nos maïs. Comment on va faire? Les temps propulsés à la semence de maïs sont déjà passés. Nous avons appris que ce sont ceux qui construisent les routes qui bloquent la pluie. Même si plus maintenant, s'il arrivait que la pluie devient régulière, on va déterrer les anciens maïs. La situation est grave. Pour pallier ce problème de réchauffement climatique, le feu président Yadema depuis 1977 a élaboré des politiques successives pour lutter contre la déforestation par la fête du reboisement qui a été observée partout ce 1er juin par les Togolais. Afin d'agrandir le couvert végétal et limiter la déforestation, la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe a fait une tournée pour s'enquérir du bon déroulement de cette journée dans la Maritime. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a fait le constat que ce que nous avons fait jusque-là n'a pas produit les effets escomptés. Donc, on ne peut plus continuer comme cela. Surtout que dans notre pays, nous constatons que chaque année, plus de 5 millions d'arbres disparaissent. Chaque année. Et si nous ne faisons rien, c'est toutes les forêts que nous avons dans le pays qui vont disparaître. Et il y a une réelle volonté politique de changer la donne, de renverser la tendance. Tout le monde doit se sentir concerné par cette action. Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. On nous a toujours dit ça. Donc, l'objectif de 1 milliard, c'est réalisable. 1 milliard d'arbres, ça veut dire que nous devons planter 100 millions d'arbres chaque année. 10 millions d'arbres chaque mois. Et cela est possible avec l'ensemble des Togolais, des femmes et des jeunes de notre pays. Le lancement de cette 45e édition ambitionne 1 million de plants à mettre en terre d'ici 10 ans et pour chaque année, il est prévu au moins 100 millions. Dans son Kwélé natal, à environ 200 km de Lomé, la présidente de l'Assemblée nationale Chantal Djibori Tchegan a aussi accompli son devoir en mettant en terre de jeunes plants. Yawa Djibori Tchegan. Depuis le 1er juin 1977, il a été institué une journée de l'arbre sur toute l'étendue du territoire et chaque Togolais le sait. Pour cette édition spéciale de cette année, nous nous sommes rendus dans notre préfecture à Kwélé pour participer à cette opération avec toutes les filles et tous les fils de cette préfecture. Sur toute l'étendue du territoire, chaque citoyen est en ce moment en train de faire la même opération. Nous savons qu'au-delà de cette vision traditionnelle, l'ambition du président de la République est affichée de faire de notre pays à l'horizon 2030 un pays très vert. Et pour cela, nous avons vu que les plans sont disponibles et chacun a été invité. Il y a eu une forte campagne de sensibilisation cette année qui est toute particulière et que nous saluons. Nous allons tout de suite, faute de temps, enchaîner avec le rappel de quelques événements ayant marqué l'actualité internationale de cette semaine. C'est avec sur le continent, le suspense ressenti dans l'évolution de la crise malienne. Le pays a été suspendu des institutions de la CEDEAO lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État à Accra. Entre autres recommandations, la CEDEAO exige la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile. Mohamed Bazoum, président du Niger, au micro de notre confrère Peter Sassoudogbe de RFI. À partir de maintenant, ce sont les autorités illégales qui viennent de s'emparer du pouvoir que nous avons condamné, mais nous avons décidé d'exclure le Mali des instances de la CEDEAO parce qu'il a à sa tête des autorités illégales. Un coup d'État, puis un autre coup d'État par les mêmes acteurs, tout à fait mal intentionnés. Il n'était pas possible que nous ne prenions pas des sanctions et les sanctions que nous avons prises sont les sanctions prévues par le protocole de la CEDEAO. Le colonel Assimi Goïta, chef de l'ex-junte qui dirige actuellement le Mali de retour d'Accra, a commencé les concertations à Bamako, concertations auxquelles prend part Choguel Maïga, pressenti à la primature. L'Union africaine suspend à son tour le Mali avec les mêmes exigences de la CEDEAO. L'UA ajoute de son côté le rétablissement de l'ordre constitutionnel et demande aux militaires de regagner les casernes. Et qu'aucun dirigeant de la transition ne se présente aux futures élections. Bien avant, lundi déjà, la France qui suit de près cette crise malienne par la voix de son président Emmanuel Macron s'est alignée sur la position de la CEDEAO
et brandit des menaces de retirer les troupes françaises en mission au Mali. Notre priorité au Mali est la lutte contre le terrorisme et la présence de nos forces sur le terrain n'est pas un élément suffisant dans cette lutte. Elle nécessite aussi le renforcement d'institutions stables et légitimes. C'est pour cela que nous soutenons les efforts de la CEDEAO. La CEDEAO a fixé lors de son sommet exceptionnel les paramètres qui sont à nos yeux le minimum pour ce qui est de la transition au Mali. Et leur mise en œuvre sera vérifiée dans les tout prochains jours. Si aujourd'hui la mission MINUSMA EUTM sont parfaitement nécessaires, ni la France ni ses partenaires n'ont vocation à s'engager si ces dispositions ne sont pas tenues. Et donc très clairement, les exigences posées par la CEDEAO devront être vérifiées, pleinement respectées. Et c'est ce qu'avec nos partenaires africains, nous regarderons dans les tout prochains jours. Cette réaction du président français s'est concrétisée jeudi avec la suspension à titre conservatoire des opérations militaires conjointes de la France avec les forces maliennes. Décision du ministère français des Armées qui précise que la suspension était liée à la transition politique en cours dans le pays et qu'elle serait réévaluée dans les tout prochains jours. En Côte d'Ivoire, c'est l'annonce de la date du 17 juin prochain pour le retour de Laurent Gbagbo qui a marqué l'actualité. Cette annonce faite par le FPI GOR, parti de l'ancien président ivoirien, a suscité deux grandes réactions. En premier lieu, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire demande que Gbagbo soit arrêté à son retour. Ceci dans l'affaire BCAO, une demande qui ne favorisera pas la réconciliation souhaitée dans le pays, selon Justin Kone-Katina, porte-parole de Gbagbo, au micro de RFI. Personne n'a un droit de condamnation sur le président Laurent Gbagbo. Et j'entends bien que les victimes qui se plaignent, ce ne sont pas les détenteurs de la BCAO. Donc je ne vois pas quel l'intérêt pour eux de faire envoyer Laurent Gbagbo en prison sur la base d'une condamnation pour laquelle ils n'ont aucun intérêt direct. On veut aller à la réconciliation. On a besoin de se parler. Le président Laurent Gbagbo, il a été acquitté. La BCAO, c'est une autre affaire. Et le président Laurent Gbagbo est clair. S'il avait peur d'affronter la justice dans ce domaine, il n'allait pas demander à venir dans son pays. On vient de vous dire qu'il vient le 17 juin. Pour nous, la question de la BCAO, c'est une affaire politique. C'est une condamnation politique. Elle se résoudra de façon politique. La seconde réaction est la remise en cause de la date du 17 juin par le gouvernement ivoirien qui a dénoncé une décision unilatérale. Pour les autorités ivoiriennes, la date doit faire objet d'un consensus et le retour de Gbagbo doit être discret. Sur ce dernier point, les explications du porte-parole de Laurent Gbagbo sont claires. Pas question de discrétion. Un tel événement ne peut pas être discret. Ça va de soi. On a lu quelques écrits, on a écouté quelques commentaires, mais nous discutons avec les décideurs du pays et à ce jour, nous n'avons même pas fait l'objet de débat sur le format de l'accueil, puisque nous ne voyons pas pourquoi cela ferait l'objet d'un débat. Nous avons discuté des conditionnalités sur un certain nombre de conditions qui étaient liées à des questions d'ordre technique, et je crois que ces questions ont quasiment été réglées par le gouvernement. Le reste, l'accueil, vous convenez avec nous qu'un tel événement que le monde entier attend ne peut pas se faire du tout en cachette ou alors de façon réduite. Il s'agit de quelqu'un dont tout le monde reconnaît l'importance dans le processus de réconciliation, que le gouvernement appelle de tous ses voeux. Au finish, dans la journée du jeudi, le gouvernement ivoirien dit avoir pris hâte de la date du 17 juin pour le retour de Gbagbo. Les discussions entre gouvernement et partisans de Gbagbo sont en cours pour préparer ce retour. Incident diplomatique, la frontière Centrafrique-Tchad était sous haute tension en début de semaine. Au cœur de cette tension, N'Djamena accuse les forces centrafricaines d'avoir tué 6 soldats tchadiens à la frontière dimanche. Une accusation rejetée par Bangui. Mardi soir, les deux parties ont signé un communiqué conjoint où la Centrafrique a reconnu l'attaque en territoire tchadien. Réalité sur le terrain, le Tchad de son côté a renforcé ses troupes dans la zone et continue d'acheminer des militaires sur les lieux. Abderrahman Koulamala, porte-parole du gouvernement tchadien au micro de RFI. Pour l'instant, le Tchad se contente essentiellement de sécuriser sa frontière avec la Centrafrique. Nous n'avons jamais pensé qu'une seule menace pouvait venir de la Centrafrique, mais avec les événements qui se sont passés, nous pensons que nous devrons sécuriser la frontière. Il n'est pas encore question de représailles et nous lançons un appel fort à toute velléité venant de quelque pays que ce soit de franchir un seul précaré de notre territoire. Nous donnerons une réponse appropriée à toute agression future sur notre territoire. Et puis l'actualité hors du continent cette semaine est marquée par un tournant historique qui s'annonce en Israël dans le Proche-Orient. Naftali Bennett est en lice pour prendre la place de son mentor Benjamin Netanyahou après un accord avec Yair Lapid, chef de file de l'opposition israélienne. L'accord prévoit donc que Naftali deviendra Premier ministre dans un premier temps avant de laisser la place à Yair Lapid.
Lapid. Dans les tractations, mercredi, Yair Lapid a réussi à former une coalition de 8 partis politiques de l'opposition, de la gauche à la droite et même des Arabes. Une première dans l'histoire du pays. Yair Lapid a réuni 61 députés sur les 120 au Parlement israélien et le vote de confiance pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Déjà, Netanyahou et son parti tentent d'empêcher l'approbation de l'accord par le Parlement. Si Lapid obtient le feu vert, il pourrait mettre fin à plus de 2 ans de crise politique en Israël avec à la clé 4 élections sans issue avec un gouvernement stable. Et ce sera également la fin du règne de Netanyahou, devenu Premier ministre il y a 25 ans, de 1996 à 1999, puis reconduit à ce poste en 2009. Voilà, retour au studio, nous avons largement débordé, mais je vais quand même poser une dernière question au professeur Tigwe. Alors, comment expliquez-vous la réaction de la France qui décide de suspendre les opérations militaires, ces opérations militaires avec l'armée malienne? Non, mais moi, je peux dire que le Mali est dans un tournant assez décisif. Parce que, si vous voyez un peu, c'est l'histoire des hommes qui ont voulu prendre leur destin en main. Et comme la France, moi je dis les choses telles que je les pense, comme la France dit accompagner le Mali, mais vous savez, il y a des mauvaises langues qui estiment que la France n'accompagne pas le Mali à titre gratuit, parce que la France a des intérêts au Mali et que les hommes en uniforme qui ont semblé se rapprocher de la Russie, c'est ça qui mécontente la France. Et la France se retire, dit suspendre sa coopération militaire avec le Mali. Je pense que c'est un événement. C'est un événement parce que ça met fin à toute une histoire de coopération militaire entre la France et le Mali. Alors, ce que l'on peut craindre, c'est que cette situation ne contribue à aggraver le sort du Mali. Parce que, vous savez, si le Mali avait des garanties sérieuses avec la Russie pour pouvoir intervenir, c'est-à-dire que si la Russie avait pris l'engagement formel d'intervenir pour régler les problèmes, tout comme elle a fait en Centrafrique, où l'armée française était là depuis des années, des dizaines d'années, sans résultat concret. Et il a fallu 6 mois pour que la Russie mette fin aux différentes difficultés que la Centrafrique avait. Si la Russie peut faire la même chose au Mali, on va se frotter les mains. Mais je ne sais pas si les autorités maliennes actuelles ont suffisamment de garanties vis-à-vis de la Russie pour accepter de tourner le dos à la France. Mais le réel problème, à mon avis, c'est que il faut que le juste milieu soit trouvé pour que le retrait de la France du Mali ne puisse pas augmenter l'insécurité. Parce que quand le Mali va va tousser, c'est nous autres pays de la sous-région qui seront enrhumés. Voilà. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie, professeur Tigwe, pour avoir accepté d'être dans notre ce matin, malgré une semaine très chargée, en raison du colloque en hommage à Maître Agbouibo. Je rappelle que M. Tigwe est un professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé. Auditeurs ou éditrices de Radio Victoire, je vous remercie pour votre fidélité. Ma reconnaissance aux confrères Hervé Essay et Anani Vichrakou, ainsi qu'à notre technicien Haïté Messan pour leur accompagnement. Je signale que Rétro 7 est rediffusé le dimanche à partir de 11h au micro d'Ela Agbo. Prochain rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.